À 2 heures du matin, le milliardaire reçut un appel erroné d'un hôpital, mais quelque chose en lui souffla d'y aller quand même. Là, il découvrit une petite fille totalement seule, qui à travers ses larmes murmura « S'il vous plaît, restez, je n'ai plus personne. » La sonnerie perçante de son téléphone déchira le silence de l'appartement parisien à 2h17. Julien Morel gémit sa main cherchant à tâtons son téléphone sur la table de nuit dans l'obscurité de sa chambre, donnant sur les lumières de la tour Eiffel. À 32 ans, il avait bâti un empire dans la technologie qui faisait de lui l'un des plus jeunes milliardaires de France. Mais le succès avait un prix, des appels constants, des exigences interminables, et aucune paix même au cœur de la nuit. Ça a intérêt à être important, marmonna-t-il en plissant les yeux sur le numéro inconnu qui s'affichait à l'écran. Il faillit refuser l'appel. Presque. Mais quelque chose, l'instinct, ou peut-être le destin, le poussa à répondre. « Allô, il y a quelqu'un ?» demanda-t-il. Une petite voix tremblante lui répondit. Ce n'était pas celle d'un adulte, mais celle d'un enfant. Julien se redressa aussitôt, le cœur battant plus vite. « Qui est-ce que tu vas bien? »« J'ai besoin de quelqu'un, s'il vous plaît. L'infirmière a dit que je pouvais faire un appel, alors j'ai juste appuyé sur des chiffres. » La petite voix éclata en sanglots, désespérée, terriblement seule. « Où es-tu? » demanda Julien, déjà hors du lit, attrapant ses vêtements dans le dressing. « Dis-moi où tu es maintenant. »« À l'hôpital Necker, chambre 412. Ils ont dit que maman et papa ne reviendront pas. Qu'ils sont partis. Je suis toute seule. » Les mots tombaient entre deux hoquets, chacun lui transperçant la poitrine, réveillant une douleur qu'il croyait enterrée depuis longtemps. Il ne réfléchit pas, ne questionna pas, ne calcula rien. Il ne chercha pas la logique de foncer vers un hôpital au milieu de la nuit pour répondre à un appel tombé par hasard. « Reste en ligne avec moi, d'accord? »« Comment t'appelles-tu, ça as-tu? »« Emma. Emma Lefebvre. J'ai 7 ans. » Sa voix était si petite, si fragile. « Tu viens vraiment. Je pars tout de suite, Emma. Je serai là dans 20 minutes. Je te le promets. » Julien saisit ses clés, l'esprit en ébullition. Pourquoi cet enfant était-elle seule? Où était sa famille? Quel hôpital pouvait laisser une petite fille traumatisée sans personne? La traversée de Paris, vide et silencieuse, lui parut interminable. Emma resta au bout du fil, ses reniflements étouffés étant les seuls sons. Il continua de lui parler doucement, lui posant des questions légères, sa couleur préférée le violet. Son plat préféré les coquillettes au fromage. N'importe quoi pour la maintenir éveillée, pour qu'elle sente qu'elle n'était pas abandonnée. Enfin, l'hôpital Necker se dressa devant lui, ses fenêtres illuminées, comme des phares dans la nuit. Julien se gara précipitamment et se précipita à l'intérieur, ses chaussures de cuir résonnant sur le sol brillant. L'infirmière de nuit leva la tête surprise de voir un homme si bien habillé surgir dans le calme du couloir. « Chambre 412 » lança-t-il sans s'arrêter. « 4e étage » répondit-elle. L'ascenseur montait lentement tandis que son cœur battait à ses tempes. Qu'était-il en train de faire? Il ne connaissait même pas cet enfant. Il avait des réunions avec des investisseurs dans 6 heures. Sa vie était parfaitement planifiée, rigoureuse, et pourtant rien ne lui avait jamais semblé plus urgent que d'arriver à cette chambre. La porte était entr'ouverte. Julien la poussa doucement. La petite silhouette allongée dans le lit paraissait minuscule, engloutie par les draps blancs. Des mèches blondes s'étalaient sur l'oreiller, et de grands yeux bleus rougis et gonflés par les pleurs se fixèrent sur lui dès qu'il entra. Son bras droit était dans un plâtre, et de petits pansements couvraient son front et sa joue. « Vous êtes venu » murmura Emma, et le soulagement dans ces 2 mots faillit le briser. « Vous êtes vraiment venu » Julien traversa la pièce et s'agenouilla près du lit, se mettant à sa hauteur et odeur.
De près, il vit les traces de larmes sur ses joues, la façon dont elle serrait contre elle un vieux lapin en peluche déchiré avec son bras valide. Sa gorge se serra. « Bien sûr que je suis venu. Je te l'ai promis, non ?» dit-il avec un sourire doux. « Je m'appelle Julien. »« Julien » répéta-t-elle, comme pour tester le nom, voir s'il était réel. Sa petite main attrapa la manche de sa veste avec une force inattendue. La voiture. Elle est arrivée de nulle part. Papa a essayé de tourner, mais... Après, il y a eu tellement de bruit de verre. Sa voix se brisa. Ils m'ont dit que maman et papa sont partis au ciel. Mais je ne veux pas qu'ils soient au ciel. Je veux qu'ils soient ici. Je veux rentrer à la maison. De nouvelles larmes coulèrent sur les joues d'Emma et Julien fit alors quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis 15 ans, pas depuis le jour où, adolescent, il s'était tenu devant la tombe de sa propre mère. Il tendit la main et essuya doucement ses larmes du pouce. « Je suis tellement désolé, Emma, tellement désolé. »« Tout le monde est parti, » murmura-t-elle. La police est venue poser des questions. Les médecins ont réparé mon bras. Les infirmières ont dit que quelqu'un viendrait me chercher demain, mais j'avais peur. Je ne voulais pas être seul dans le noir. Alors j'ai pris le téléphone de l'infirmière quand elle ne regardait pas et j'ai appuyé sur des boutons. Et c'est vous qui avez répondu. Pourquoi vous avez répondu? C'était une question à laquelle Julien ne pouvait pas répondre. Pas logiquement, pas d'une façon qui ait du sens, mais en regardant ses yeux bleus dévastés, il sut une chose avec une certitude absolue. « Parce que tu avais besoin de quelqu'un, » dit-il doucement. « Et je suis là maintenant. » La main d'Emma serra encore plus fort la manche de sa veste. « Vous resterez juste jusqu'à ce que je m'endorme. S'il vous plaît, j'ai peur que les cauchemars reviennent. » Julien jeta un regard à sa montre. 3h47. Il avait cette réunion cruciale avec des investisseurs de Tokyo. Il avait une entreprise à diriger, une vie qui n'avait rien à voir avec le fait de rester assis dans une chambre d'hôpital auprès d'une enfant qu'il venait à peine de rencontrer. « S'il vous plaît, » murmura Emma encore une fois, et quelque chose dans sa voix, quelque chose de brisé, de suppliant, de désespérément plein d'espoir, fit voler en éclats tous les arguments rationnels dans son esprit. « Je n'ai plus personne au monde. » Il tira une chaise près du lit et s'assit. « Alors je resterai Emma. Je resterai aussi longtemps que tu en auras besoin. » Elle sourit, alors un sourire minuscule, fragile, mais un sourire quand même. Ses yeux se fermèrent peu à peu, le sommeil l'emportant enfin. Pourtant, même endormi, sa petite main ne lâcha jamais la manche de Julien. Il resta là dans la chambre, à la lumière tamisée, observant cette fillette endormie, et sentit les murs qu'il avait patiemment construits autour de son cœur commencer à se fissurer. 15 ans qu'il bâtissait un empire s'entourant de réussite, de contrôle et de prévisibilité. Mais alors que la première lueur de l'aube filtrait par la fenêtre, Julien Morel ignorait encore que ce simple appel par erreur, reçu à 2h17 du matin, allait bouleverser toute son existence, et que la petite fille endormie à ses côtés cachait un secret capable de renverser son monde entier. Un secret qui, une fois révélé, expliquerait pourquoi le destin les avait réunis cette nuit-là terrible, et pourtant transformative. La lumière du matin envahit la chambre 412. Julien se réveilla, avec une douleur dans la nuque, toujours assis sur la chaise. Emma dormait paisiblement, sa petite main agrippant toujours sa manche. Un léger coup à la porte rompit le silence. Une femme d'une 50aine d'années entra vêtue d'un tailleur gris et portant un badge officiel. « Monsieur Morel, je suis Patricia Girard des services sociaux. Quelle est votre relation avec Emma Lefebvre? » Julien se leva et sortit dans le couloir. Aucune. Elle a appelé mon numéro par accident hier soir, mais elle était seule et terrifiée. Je ne pouvais pas simplement raccrocher. Les sourcils de Patricia se haussèrent. « Vous êtes venu à l'hôpital en pleine nuit pour l'enfant d'une inconnue. » « Oui.
Elle sortit une tablette et consulta des notes. Les Lefebvre ont été tués sur le coup, conducteur ivre. Les blessures d'Emma sont mineures, un bras cassé, quelques contusions. Physiquement, elle va guérir. Mais émotionnellement... Patricia hésita. Nous n'avons trouvé aucun membre de la famille. Les 2 parents étaient enfants uniques. Les grands-parents sont décédés. Elle va être placée provisoirement en famille d'accueil. Non. La voix de Julien fut ferme. Elle est déjà traumatisée. Vous la sépareriez de la seule personne qui est venue quand elle a appelé. Monsieur Morel, un placement en accueil temporaire nécessite des vérifications d'antécédents, des études de domicile. Je peux tout fournir. Casier judiciaire, vierge documents financiers, preuve de logement. Mon appartement a 5 chambres. Je peux engager le meilleur pédopsychiatre de Paris. J'ai les ressources pour lui offrir une stabilité. Sa voix se fit plus pressante. Ne la mettez pas avec des inconnus. Donnez-moi une chance de l'aider. Patricia le regarda longuement. C'est très inhabituel. Tout dans cette situation est inhabituel. Mais j'ai répondu à son appel. Je ne vais pas l'abandonner maintenant. Après un moment de silence, Patricia soupira. Je vais commencer la procédure de garde temporaire d'urgence, mais nous aurons besoin de contrôles approfondis, d'une évaluation psychologique, d'une inspection du domicile. Si nous trouvons de la famille, ils seront prioritaires. Je comprends. Le consentement d'Emma compte aussi. Voyons ce qu'elle veut. Dans la chambre, Emma était réveillée, ses yeux bleus pleins d'inquiétude. Où étiez-vous? J'ai cru que vous étiez parti. Julien s'approcha aussitôt. Je suis là, ma puce. Le regard d'Emma se tourna vers Patricia. Je dois aller quelque part. Je ne veux pas partir avec des étrangers. La voix de Patricia se fit douce. Emma chérie, nous devons te trouver un endroit sûr pendant que nous cherchons des membres de ta famille. Je veux rester avec Julien, dit-elle en s'agrippant à sa manche. S'il vous plaît, il est venu quand j'ai appelé. Il n'est pas parti. Je veux rester avec lui. Emma attrapa la manche de Julien. S'il vous plaît, il est venu quand j'ai appelé. Il n'est pas parti. Je veux rester avec lui. Julien sentit quelque chose se fissurer dans sa poitrine. Ce n'était pas logique, ce n'était pas prévu. Mais en regardant le visage désespéré d'Emma, il n'y avait qu'une seule réponse possible. « Alors tu resteras avec moi », dit-il doucement. « Si Madame Girard l'approuve, tu viendras à la maison avec moi. » Le sourire qui illumina le visage d'Emma fut semblable à un lever de soleil après une nuit sans fin, tandis que Patricia expliquait les démarches à suivre. Aucune des deux ne remarqua l'ombre qui passa devant la fenêtre ni l'homme en manteau sombre debout à la réception, posant des questions précises au sujet de la petite fille de la chambre 412. 3 jours de paperasse, de vérification, d'antécédents et d'inspection domiciliaire suivirent. La réputation et les ressources de Julien accélérèrent toutes les procédures. Son dossier était impeccable, son logement plus que convenable. Et l'évaluation psychologique confirma qu'il était capable, stable et sincèrement motivé. Le 3e soir, Emma Lefebvre devint officiellement sa pupille temporaire. Debout dans le vaste hall en marbre de l'appartement, Emma paraissait minuscule, serrant dans ses bras son vieux lapin en peluche et un petit sac contenant toutes ses affaires. « C'est ici que vous habitez ?» demanda-t-elle d'une voix à peine audible. « On dirait un château. » Julien s'agenouilla à sa haute allure. « Ce n'est qu'un endroit, mais maintenant c'est aussi le tien. Viens voir ta chambre. » Il avait passé 3 jours à transformer une chambre d'amis. La décoration minimaliste avait laissé place à des murs couleur lavande, un lit à baldaquin, aux rideaux violets des étagères remplies de livres et de jouets. Les yeux d'Emma s'écarquillèrent. « Tout ça, c'est à moi, tout à toi, et on peut changer tout ce que tu veux. » Elle se promena lentement dans la pièce, touchant chaque objet du bout des doigts. Ses mains effleurèrent les tranches des livres, le toit d'une maison de poupées, puis s'attardèrent sur une boîte à musique en forme de carrousel. Elle se retourna vers Julien, les larmes aux yeux. « Qu'est-ce qu'il y a? »
demanda-t-il inquiet. Rien, sanglota Emma. Maman disait toujours que j'aurais une chambre violette un jour. Elle me l'avait promis. Et maintenant, elle n'est plus là. Mais vous l'avez fait violette quand même. Julien la prit dans ses bras. Ta maman avait bon goût. Quand ses sanglots se calmèrent, Emma s'écarta doucement. Julien, je peux vous demander quelque chose. Bien sûr. Pourquoi êtes-vous vraiment venu cette nuit-là? Les gens ne font pas ça d'habitude. Julien s'assit au bord du lit songeur. Quand j'avais 17 ans, j'ai perdu ma mère. Elle était malade depuis longtemps. Quand elle est morte, j'ai eu l'impression de me noyer. Les gens disaient des choses gentilles, mais personne n'est vraiment resté. Il ne savait pas quoi faire face à la douleur. Il la regarda. Quand j'ai entendu ta voix au téléphone, si effrayé, si seul j'ai entendu le garçon que j'étais il y a 15 ans. Et je me suis dit que je pouvais peut-être être celui qui reste. Emma monta sur le lit à côté de lui. Je suis contente que vous soyez resté. Moi aussi, petite. Mais tard cette nuit-là, Julien ne pouvait s'empêcher de repenser à cet homme au manteau sombre dont Patricia avait parlé. Celui qui avait posé des questions à l'hôpital, puis disparu avant l'arrivée de la sécurité. Quelque chose en lui murmura, ce n'est que le début. La première semaine bouleversa tout. Julien, qui avait bâti son empire à force de journées de 18 heures et d'un contrôle absolu, découvrit soudain d'autres priorités, préparer le petit déjeuner, superviser les devoirs. Apaiser les cauchemars. À 3 heures du matin, il engagea Madame Lambert, une nounou chaleureuse d'une 60aine d'années, qui avait élevé 4 enfants. Elle géra les aspects pratiques tandis que Julien réorganisait toute sa vie autour des besoins d'Emma. Les réunions du conseil furent écourtées, les voyages d'affaires reportés. L'appartement, autrefois silencieux, résonnait désormais des rires, des questions et parfois des colères d'une enfant. 4 semaines plus tard, Emma était assise sur le plan de travail de la cuisine, faisant ses devoirs pendant que Julien examinait des contrats. C'était devenu leur routine paisible, chacun concentré, mais partageant le même espace. « Julien, » demanda Emma timidement, « tu sais ce que veut dire succession? » Il leva les yeux surpris. « C'est un grand mot, ça. Où as-tu entendu ça? » Madame Girard l'a dit au téléphone, quand elle pensait que je n'écoutais pas. Elle a parlé de la succession de mes parents et de leurs biens. Julien referma son ordinateur. La succession, c'est le processus légal après le décès de quelqu'un. Les biens, ce sont les choses que tes parents possédaient, leur maison, leurs voitures, leurs économies. Le visage d'Emma s'assombrit. On avait une maison avec un grand jardin et une balançoire à pneus. Quelqu'un vit là maintenant. Non, ma chérie. Tout ce que tes parents possédaient sera gardé pour toi, jusqu'à ce que tu sois plus grande. Il y avait beaucoup de choses. Julien consulta un dossier. Tes parents étaient propriétaires de leur maison. Ton père avait une assurance vie ta mère déplacement. En tout environ 250 000 €. Les yeux d'Emma s'écarquillèrent. C'est beaucoup. Assez pour tes études, pour tout ce dont tu auras besoin. Tes parents avaient tout prévu parce qu'ils t'aimaient. Des larmes lui montèrent aux yeux. Papa travaillait dans une société informatique. Il tapait toujours sur son clavier. Le soir, il disait qu'il travaillait sur quelque chose d'important. Maman donnait des cours de piano. Parfois, elle jouait pour moi avant que je m'endorme. Qu'est-ce qu'elle jouait? Clair de lune. Elle disait que ça voulait dire lumière de la lune. Elle disait que j'étais sa lumière. Sa voix se brisa. Julien prit note dans un coin de son esprit. Demain, il y aurait un piano dans l'appartement. « Je peux te dire quelque chose d'étrange ?» demanda soudain Emma. « Bien sûr. » Emma inspira profondément avant de poursuivre. La veille de l'accident. Papa s'est comporté bizarrement. Il est venu dans ma chambre très tard et il m'a dit qu'il m'aimait au moins 100 fois. Il m'a dit que si quelque chose arrivait, je devais être courageuse et me souvenir que lui et maman me protégeraient toujours même de loin. Elle fronça les sourcils.
C'était comme s'il savait que quelque chose de mal allait se produire. Un frisson parcourut la nuque de Julien. « Il t'a dit autre chose ?» demanda-t-il. « Oui, il m'a donné ça. » Emma sortit de son col un petit médaillon en argent accroché à une chaîne. Il m'a dit de le garder précieusement et de ne jamais le perdre. Mais je n'arrive pas à l'ouvrir. Il est verrouillé d'une manière bizarre. Julien l'examina attentivement. L'objet était ancien, finement ciselé, orné de gravures délicates, sans fermeture apparente. « Je peux le garder un moment. J'ai un ami bijoutier qui pourrait peut-être nous aider à l'ouvrir. » Emma hésita, puis hocha lentement la tête. « D'accord, mais vous devez me promettre de me le rendre. »« Je te le promets. » Cette nuit-là, Julien étudia le médaillon sous une loupe. Les gravures n'étaient pas décoratives, c'étaient des chiffres et des lettres, formant un motif qui ressemblait à des coordonnées. Il appela Marc, son chef de la sécurité, ancien agent de la DGSI. « J'ai besoin que tu creuses sur un certain Thomas Lefebvre décédé il y a 3 semaines dans un accident de voiture. Je veux tout historique d'emploi, relations, antécédents. Patron, on met les pieds dans quoi là? Peut-être quelque chose de dangereux. Fais-le discrètement. » Le rapport arriva 2 jours plus tard. Julien le lut 3 fois, chaque lecture glaçant un peu plus son sang. Thomas Lefebvre avait travaillé comme ingénieur logiciel principal chez Digitech Solutions sans antécédent emploi stable. Mais 6 mois avant sa mort, il avait été transféré dans une division liée à un contrat gouvernemental classifié. 2 semaines avant l'accident, il avait tenté de démissionner, demande refusée. 3 jours avant sa mort, il avait déposé une plainte formelle pour raisons éthiques à propos d'un projet nommé Projet Rossignol. La plainte avait été scellée le projet classé secret défense, et Thomas Lefebvre était mort. « Ce n'était pas un accident, » murmura Julien. Son téléphone vibra, numéro inconnu. « Monsieur Morel, » dit une voix calme, professionnelle, dangereuse. « J'ai appris que vous vous occupez d'Emma Lefebvre. Quelle générosité. Qui êtes-vous? Quelqu'un désireux de s'assurer que certaines informations restent enterrées. Des informations que Thomas Lefebvre a tenté de révéler. » Une pause. « Emma est une enfant charmante. Ce serait tragique qu'elle ait un autre accident. Les enfants sont si fragiles. » La rage envahit Julien. « Si vous la touchez, je... » « Vous quoi? Vous êtes un homme d'affaires, pas un soldat. » Alors faisons simple. Thomas a confié quelque chose à sa fille avant de mourir. Quelque chose de petit, de précieux. Trouvez-le et remettez-le nous, et Emma vivra une longue et heureuse vie. Refusé et des accidents arrivent. La ligne coupa net. Julien resta figé. Quelqu'un avait tué Thomas Lefebvre. Quelqu'un voulait ce que contenait ce médaillon, et Emma était désormais au centre de tout cela. Il regarda le bijou posé sur son bureau, puis la porte de la chambre d'Emma. Quoi qu'il arrive, il faudrait passer par lui d'abord. Julien ne dormit pas. À l'aube, il avait pris 3 décisions. Emma ne devait rien savoir de la menace. Il avait besoin d'aide professionnelle. Et il garderait ce médaillon loin de ceux qui le recherchaient. Marc arriva à 6 heures du matin avec 2 spécialistes. Curité. « Parle-moi. » Julien expliqua tout l'appel, la menace, le travail classifié de Thomas le médaillon. L'expression de Marc s'assombrit. C'est plus grave qu'un simple scandale d'entreprise. Si Lefebvre travaillait sur des contrats gouvernementaux secrets et qu'il a dénoncé des irrégularités, on a affaire à des gens dangereux, du genre qui met leurs menaces à exécution. Il se pencha. « Tu dois prévenir la police, la DGSI, et mettre Emma sous protection de témoins. Lui arracher sa seule stabilité. Non, on découvre d'abord ce que cache ce médaillon, ensuite on aura un levier. Ou tu vas juste agrandir la cible sur vos 2 dos. Alors on fait en sorte qu'il ne puisse pas en battre. Je veux une surveillance 24 heures sur Emma.
On renforce tout le système de sécurité. Vérifie les antécédents de quiconque l'approche et trouve-moi le meilleur cryptographe de Paris. L'après-midi même, l'appartement devint une forteresse. Des caméras furent installées partout. 2 gardes se firent passer pour le personnel de l'immeuble. Marc aménagea une pièce de sécurité dans le dressing d'Emma. Pour elle, c'était juste une précaution, parce que Julien était quelqu'un d'important. Elle accepta avec confiance. À 19 heures, la docteure Claire Nguyen arriva experte en cryptographie diplômée de Polytechnique brillante et discrète. Julien lui remit le médaillon. Elle l'examina sous un microscope. « Fascinant », murmura-t-elle. « Époque victorienne mais modifiée. Ces microgravures combinent des coordonnées et du code binaire. Quelqu'un a voulu cacher des informations avec un soin extrême. Vous pouvez l'ouvrir. Donnez-moi 2 heures. » Pendant que la docteure travaillait, Julien fit comme si de rien n'était. Jeu de société avec Emma dictée, puis 2 chapitres de Charlotte et son ami Wilbur avant le coucher. Julien appela la petite voix d'Emma depuis son lit. « Tu as peur de quelque chose. » Il s'arrêta sur le pas de la porte. « Pourquoi tu dis ça? Tu regardes souvent les fenêtres, comme si quelqu'un était dehors. Et tu as cette expression que papa avait quand il s'inquiétait. Trop perspicace. » Julien revint s'asseoir près d'elle. « Je n'ai pas peur, ma puce. Je fais juste attention. Les gens riches doivent être prudents avec la sécurité. » Bien sûr. Emma inspira profondément. « Go, Emma. » La veille de l'accident, papa s'est comporté étrangement. Il est venu dans ma chambre très tard et il m'a dit qu'il m'aimait une centaine de fois. Il m'a dit que si quelque chose arrivait, je devais être courageuse et me souvenir que lui et maman me protégeraient toujours même de très loin. Elle fronça les sourcils. C'était comme s'il savait que quelque chose de terrible allait se passer. Un frisson parcourut le dos de Julien. « Il t'a dit autre chose ?» demanda-t-il doucement. Emma hoqua la tête et sortit un petit médaillon en argent suspendu à une fine chaîne. « Il m'a donné ça. Il m'a dit de le garder précieusement et de ne jamais le perdre. Mais je n'arrive pas à l'ouvrir, il est verrouillé d'une façon bizarre. » Julien l'examina attentivement. C'était un bijou ancien fin, avec des gravures délicates et complexes, sans fermoir visible. « Je peux le garder un moment. J'ai un ami bijoutier qui pourrait peut-être nous aider à l'ouvrir. » Emma hésita un instant, puis hocha lentement la tête. « D'accord, mais vous devez me promettre de me le rendre. »« Je te le promets. » Cette nuit-là, Julien observa le médaillon sous une loupe. Les gravures n'étaient pas décoratives, c'étaient des chiffres et des lettres formant un motif presque comme des coordonnées. Il décrocha son téléphone. « Marc, j'ai besoin que tu enquêtes sur un certain Thomas Lefebvre, mort dans un accident de voiture il y a 3 semaines. Je veux tout son emploi, ses relations, ses antécédents. »« Patron, on met les pieds dans quoi là? »« Je ne sais pas encore. Fais-le discrètement. » 2 jours plus tard, le rapport arriva. Julien le lut 3 fois, chaque lecture lui glaçant un peu plus le sang. Thomas Lefebvre avait travaillé comme ingénieur principal en informatique chez Digitech Solutions, caissière vierge carrière stable. Mais 6 mois avant sa mort, il avait été transféré dans une division sous contrat gouvernemental classifié. 2 semaines avant sa mort, il avait tenté de démissionner. Demande refusée. 3 jours avant l'accident, il avait déposé une plainte officielle pour des raisons éthiques à propos d'un projet nommé Projet Rossignol. La plainte avait été scellée le projet classé secret défense. Et Thomas Lefebvre était mort. « Ce n'était pas un accident », murmura Julien. Son téléphone vibra. Numéro inconnu. « Monsieur Morel », dit une voix posée professionnelle dangereuse. « J'ai appris que vous prenez soin d'Emma Lefebvre. Quelle générosité. Qui êtes-vous? » Quelqu'un qui souhaite que certaines informations restent enterrées. Celles que Thomas a essayé de rendre publiques. Une pause. Emma est une enfant adorable.
Ce serait si tragique qu'elle ait un autre accident. Les enfants sont si fragiles. Une colère brûlante envahit Julien. Si vous la touchez, je... Vous quoi? Vous êtes un homme d'affaires, pas un soldat. Faisons simple. Thomas a confié quelque chose à sa fille avant de mourir. Quelque chose de petit, mais précieux. Trouvez-le et donnez-le nous, et Emma vivra une longue et paisible vie. Refusez et les accidents arrivent. Puis la ligne coupa net. Julien resta figé. Quelqu'un avait tué Thomas Lefebvre. Quelqu'un voulait ce que contenait ce médaillon. Et Emma était au milieu. Il regarda le bijou posé sur son bureau, puis la porte de la chambre de la fillette. Quoi qu'il arrive, il faudrait lui passer sur le corps d'abord. Julien ne dormit pas. À l'aube, il avait pris 3 décisions. Emma ne devait jamais savoir qu'elle était menacée. Il avait besoin de professionnels, et il garderait ce médaillon loin de quiconque le voulait. Marc arriva à 6 heures du matin avec 2 experts en sécurité. « Parle-moi. » Julien raconta tout de l'appel la menace, le travail classifié de Thomas le médaillon. Le visage de Marc se ferma. C'est bien plus qu'une histoire de corruption d'entreprise. Si Lefebvre travaillait sur des contrats gouvernementaux et qu'il a déposé une plainte éthique, on parle de gros poissons. Des gens qui font ce qu'ils disent. Il se pencha. Tu dois prévenir la police ou la DGSI. Mettre Emma sous protection. Et lui enlever tout repère non. On découvre d'abord ce que cache ce médaillon. Après, on aura un levier. Ou vous allez juste attirer une cible encore plus grande sur vos dos. Alors, on fait en sorte qu'il ne puisse pas tirer. Je veux une surveillance 24 heures 24 pour Emma. Renforce toutes les sécurités. Vérifie le passé de tout le personnel. Et trouve-moi le meilleur cryptographe de Paris. L'après-midi même, l'appartement était devenu une forteresse. Caméra à chaque couloir. 2 gardes déguisés en employés de l'immeuble. Marc installa une pièce sécurisée dans le dressing d'Emma. Pour elle, c'était juste une précaution parce que Julien était quelqu'un d'important. Elle accepta sans crainte. À 19 heures, la docteure Claire Nguyen arriva experte en cryptographie, diplômée de Polytechnique, discrète et brillante. Julien lui remit le médaillon. Elle l'examina sous microscope. « Intéressant, » murmura-t-elle. Époque victorienne, mais modifiée. Ces microgravures mélangent des coordonnées et du code binaire. Quelqu'un a vraiment voulu cacher quelque chose. Vous pouvez l'ouvrir. Donnez-moi 2 heures. Pendant qu'elle travaillait, Julien maintint une apparente normalité, jeu de société, exercice d'orthographe, 2 chapitres de Charlotte et son ami Wilbur avant le coucher. Julien appela la petite voix d'Emma depuis son lit. « Tu as peur de quelque chose. » Il s'arrêta dans l'encadrement de la porte. « Pourquoi tu dis ça? Tu regardes souvent les fenêtres, comme si quelqu'un était dehors. Et tu as cette expression que papa avait quand il s'inquiétait. Trop perspicace. » Julien revint s'asseoir près d'elle. « Je n'ai pas peur, ma puce. Je suis juste prudent. Les gens riches doivent être intelligents avec la sécurité. » Emma observa son visage avec attention. Papa disait toujours que la connaissance, c'est le pouvoir, mais que les secrets sont dangereux. Il disait que les secrets finissent toujours par trouver la lumière. Elle bâilla doucement. « Je ne sais pas ce qu'il voulait dire. Ton père avait des secrets, toi aussi. » Peut-être. Il fermait souvent la porte de son bureau le soir et travaillait très tard. Maman disait qu'il travaillait sur quelque chose d'important. Les yeux d'Emma se fermèrent lentement. « J'espère que ça en valait la peine. »« Moi aussi, ma puce, » murmura Julien. À 20 heure, la docteure Nguyen l'appela dans son bureau. Le médaillon était ouvert et son expression était grave. « Vous n'allez pas aimer ça. » À l'intérieur se trouvait une microcarte SD presque invisible. Lorsqu'elle la connecta à un ordinateur crypté, l'écran se remplit instantanément de milliers de fichiers courriels, registres financiers, codes vidéo. « Qu'est-ce que c'est? »
souffla Julien. Des preuves, répondit calmement la docteure. Elle lança une vidéo. Le visage fatigué de Thomas Lefebvre apparut à l'écran filmé depuis l'intérieur de sa voiture. « Si vous regardez ceci, c'est que je suis probablement mort, » disait-il d'une voix tremblante. « Je m'appelle Thomas Lefebvre et je travaille chez Digitech Solutions sur le projet Rossignol. Il y a 3 mois, j'ai découvert que nous développions un logiciel de surveillance violant les lois sur la vie privée et ciblant des citoyens français, sans autorisation judiciaire. » Les poings de Julien se serrèrent. Thomas poursuivait. « J'ai essayé les voies officielles. J'ai déposé des plaintes. J'ai tout documenté. Mais ceux qui dirigent ce projet ont des relations partout, gouvernement, police, grandes entreprises. Ils m'ont menacé. Ils m'ont dit que si je ne détruisais pas mes preuves et ne signais pas un accord de confidentialité, j'aurais un accident. » Sa voix se brisa. « J'ai une fille, Emma. Elle a 7 ans et elle est tout pour moi. Alors je cache ces preuves-là où personne ne pensera à chercher dans un médaillon que je lui offre. Si quelque chose m'arrive, s'ils viennent pour Emma, quelqu'un doit connaître la vérité. » La vidéo prit fin. Julien resta immobile, le souffle coupé. « Il dit à plus, » ajouta la docteure Nguyen d'une voix basse. Des relevés financiers montrant des transferts illégaux de plusieurs millions des correspondances, prouvant une conspiration et les noms de hauts fonctionnaires corrompus. Ce n'est pas juste un crime d'entreprise, Monsieur Morel. C'est de la trahison. Julien pensa à Emma endormie dans la chambre, au bout du couloir, innocente et inconsciente, du fait que son père était mort pour la protéger et que sans le savoir, elle était devenue la fillette la plus en danger de tout le pays. Son téléphone vibra. Numéro inconnu. « Monsieur Morel, le temps presse. Avez-vous trouvé ce que nous cherchons? » Julien prit une inspiration lente. « Oui. » « Excellent. Demain soir, 22 heures précises, sur un banc du parc des Buttes-Chaumont. Apportez le médaillon. Venez seul. Après ça, vous et la fillette retrouverez une vie normale. Simple. » Puis la ligne coupa net. Marc croisa les bras. « Tu ne vas quand même pas y aller. »« Bien sûr que si. » répondit Julien, le regard fixé sur les fichiers qui avaient coûté la vie à Thomas Lefebvre. Celui qui se présentera là-bas nous mènera directement à ceux qui tirent les ficelles. Et après on s'assure qu'ils ne puissent plus jamais s'en prendre à Emma, quoi qu'il en coûte. » Ni l'un ni l'autre ne remarqua la petite lumière rouge qui clignotait sur le système de sécurité 3 secondes d'accès distant. Quelqu'un les observait. Quelqu'un savait qu'ils avaient ouvert le médaillon. Et le compte à rebours venait de commencer. Le lendemain passa lentement. Julien fit comme si de rien n'était petit déjeuner avec Emma, révision des devoirs déjeuner dans son café préféré. Pendant ce temps, son esprit tournait à plein régime. Marc et son équipe avaient passé la nuit à préparer la rencontre surveillance discrète du parc plan de repli communication sécurisée. Le soir, Emma remarqua son agitation. « Tu refais cette tête inquiète », dit-elle en posant sa fourchette. « Désolé, ma puce. C'est à cause du travail. Tu penses beaucoup au travail ces temps-ci. C'est à cause de moi. Je rends les choses plus difficiles. Quoi? Non, bien sûr que non. » Julien prit sa main. « Emma, t'avoir ici est la meilleure chose qui me soit arrivée depuis des années. Tu ne rends rien difficile. Alors pourquoi tous ces nouveaux gardes et ces caméras? » demanda-t-elle à voix basse. « J'ai fait quelque chose de mal. » Le cœur de Julien se serra. Elle croyait que c'était sa faute. « Tu n'as rien fait de mal, ma chérie. Ton père travaillait sur quelque chose d'important avant de mourir. Des gens dangereux veulent s'en emparer. Je m'en occupe, mais c'est pour ça qu'on a renforcé la sécurité. C'est temporaire, juste jusqu'à ce que tout soit réglé. » Les yeux d'Emma s'agrandirent. « On est en danger. Non, je ne laisserai jamais personne te faire du mal. Je te le promets. Fais-moi confiance. » Elle hocha lentement la tête. « Je te fais confiance. »
Cette confiance, pensa Julien, l'effrayait plus que tout. À 21h, 1h30, il se prépara à partir. Il avait copié le contenu de la carte SD en 3 exemplaires cryptés et envoyé à des emplacements sécurisés. L'original était enfermé dans son coffre. Le médaillon qu'il emportait ne contenait qu'une fausse carte vide. « Tu n'es pas obligé d'y aller seul », dit Marc en ajustant le micro sur sa veste. « Ils ont dit de venir seul. Ils disent toujours ça. Au premier signe de danger, on intervient. » Julien acquiesça et glissa le faux médaillon dans sa poche. Emma dormait profondément, sans se douter que la nuit à venir allait tout changer. Madame Nguyen surveillait les 2 gardes postés devant sa porte. Si tout tournait mal, au moins Emma serait en sécurité. Le parc des Buttes-Chaumont, la nuit était d'une beauté étrange et inquiétante. Les réverbères jetaient des halos pâles sur les allées, le vent murmurait dans les arbres, et au loin Paris scintillait comme une mer de lumière. Julien arriva sur le banc convenu à 22h précises. Une femme s'approcha élégante, drapée dans un manteau sombre, le visage à moitié caché. Monsieur Morel, ponctuel comme toujours. « Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? » Les noms importent peu. Vous l'avez. Julien sortit le médaillon de sa poche. « D'abord, dites-moi qui a tué Thomas Lefebvre. » La femme esquissa un sourire glacial. Il s'est tué lui-même. Trop curieux, incapable de laisser les choses tranquilles. Un homme brillant, mais un jugement désastreux. Et la fillette. Vous avez menacé un enfant. Un levier. Nous avions besoin d'un peu de motivation. L'enfant est un dommage collatéral malheureux. Mais les enfants sont résistants. Elle tendit la main. Le médaillon en silence. Julien serra les mâchoires. Vous la laisserez tranquille. Définitivement. Vous n'êtes pas en position de négocier. Détrompez-vous. Il referma sa main sur le bijou. Je l'ai déjà ouvert. J'ai vu ce qu'il contenait. Et j'ai fait des copies, envoyées à plusieurs personnes. Si quelque chose arrive à Emma ou à moi, tout sera rendu public. Commission parlementaire, DGSI journaux toutes. L'expression de la femme vacilla. Vous bluffez. Vraiment, Thomas. Lefebvre a documenté le projet Rossignol dans les moindres détails. Nom, date, transaction, échange, codé 3 mois de preuves irréfutables. Et maintenant, je les ai toutes. Alors voilà comment ça va se passer. Vous laissez Emma tranquille. Vous me laissez tranquille. Vous disparaissez de nos vies. En échange, je ne détruis pas votre réseau. Vous vous faites des ennemis très puissants. Je le suis déjà. La seule différence, c'est que maintenant, j'ai les munitions. Julien lança le médaillon vers elle. Elle le rattrapa, l'ouvrit, observa la carte vide à l'intérieur. Un rictus se dessina sur ses lèvres. Vous avez mal calculé. Nous ne négocions pas avec les menaces. Sa main se glissa dans son manteau. « Arme !» cria Marc dans l'oreillette de Julien. Tout explosa. La femme tira, mais Marc et son équipe surgirent de l'obscurité, armes dégainées. « Police fédérale, lâchez votre arme !» La femme s'immobilisa, évaluant la situation, puis éclata de rire. « Vous pensez que tout s'arrête ici, Thomas ?» Lefebvre n'a fait qu'égratigner la surface. Le projet Rossignol n'est qu'une opération parmi des dizaines. Coupez une tête, 2 repousses. Elle tourna son regard vers Julien. Et cette petite fille, elle est bien plus précieuse que vous ne l'imaginez. Son père n'a pas seulement volé des données. Il a implanté quelque chose en elle, quelque chose dont nous avons besoin. Vous protégez une arme et vous l'ignorez. De quoi parlez-vous? Demanda Julien, mais elle avait déjà appuyé sur un dispositif. Pas une arme, une capsule. Des fumigènes explosèrent denses et étouffants. Quand la fumée se dissipa, elle avait disparu. Marc accourut. Tout va bien. Oui, mais qu'est-ce qu'elle voulait dire à propos d'Emma? Je ne sais pas. On a tout enregistré. On l'identifiera, on la retrouvera. Marc serra la mâchoire. Ce n'est pas fini. Non, ce n'est que le début. Julien rentra chez lui à minuit, l'esprit en ébullition. Quelque chose en Emma.
Quelque chose qu'il voulait. Qu'avait fait Thomas? La porte de la chambre d'Emma était entr'ouverte. Il pensait la trouver endormie, mais elle était assise sur son lit, les yeux grands ouverts dans la lumière de la lune. « Julien, j'ai encore fait un mauvais rêve, mais différent cette fois. » Sa voix était lointaine. J'ai rêvé de chiffres, plein de chiffres qui brillaient dans le noir. Et papa était là. Il m'a dit, « Souviens-toi, Emma. Souviens-toi de tout. » Mais je ne sais pas de quoi je dois me souvenir. Julien s'approcha d'elle, mais s'arrêta brusquement. Dans la lumière pâle, les yeux d'Emma semblaient différents, comme si elle traitait quelque chose au-delà de la vue. Quel genre de chiffres? Des longs, comme 48, 8, 25, 532, 19, 49, 21, 7, 507, 22 pile 164. Ils n'ont pas de sens, mais je les vois clairement comme s'ils étaient écrits à l'intérieur de mes yeux. Emma cligna des paupières, redevenue soudain une simple fillette fatiguée. C'était juste un rêve, non? Julien la prit doucement dans ses bras, le cœur battant. Ces nombres n'étaient pas aléatoires. C'étaient des coordonnées, des adresses, des codes, exactement le type de données sur lesquelles travaillait Thomas Lefebvre. Juste un rêve, ma puce. Rendors-toi. Mais en sortant de la chambre, il comprit la vérité effrayante. Thomas Lefebvre n'avait pas seulement confié un médaillon à sa fille. Il avait intégré des données dans sa mémoire, même transformant sa petite Emma en une base vivante d'informations que des puissances seraient prêtes à tuer pour récupérer ou effacer. Et Julien avait promis de protéger bien plus qu'une enfant. L'aube trouva Julien éveillé, les yeux brûlants. Le choc le frappa comme un coup physique. Thomas n'avait pas seulement caché des preuves, il avait fait de sa fille un coffre-fort humain. Mais comment? Pourquoi ces souvenirs surgissaient-ils maintenant? « Il faut comprendre ce qu'il lui a fait », dit-il à Marc le lendemain matin. « Trouve-moi un neuroscientifique, quelqu'un de compétent, spécialisé dans la mémoire et la cognition, et surtout discret. Tu crois vraiment que Lefebvre a pu programmer des données dans le cerveau de sa fille? Je ne sais plus quoi penser. » Mais cette femme a dit qu'Emma était une arme. Et les nombres qu'elle a récités, ils suivent les mêmes formats que ceux de la carte SD coordonnées codes adresses. Julien passa une main dans ses cheveux. On doit savoir si elle a accès à tout ou seulement à des fragments. La docteure Rebecca Morin arriva cet après-midi-là. Célèbre neuroscientifique cognitive de l'Université de Columbia, elle avait autrefois collaboré avec les services de renseignement sur des recherches liées à l'amélioration de la mémoire. Julien lui expliqua la situation, avec soin lui montra la vidéo de Thomas Lefebvre et lui fit écouter l'enregistrement d'Emma, récitant des chiffres en pleine nuit. « Fascinant et terrifiant », murmura-t-elle. Il existe des techniques expérimentales d'encodage mnésique utilisant des fréquences sonores spécifiques des motifs visuels, voire des suggestions hypnotiques pour implanter des informations dans la mémoire à long terme. Si Lefebvre avait accès à ces technologies via ses travaux classifiés, il a pu programmer sa fille sans qu'elle s'en rende compte. Le cerveau des enfants est extrêmement malléable, surtout durant le sommeil. Avec les bons outils et plusieurs semaines d'exposition, il aurait pu intégrer une quantité énorme de données dans son inconscient. Son expression se fit grave. Mais les implications éthiques sont terribles. Il a en quelque sorte transformé sa propre enfant en arme cognitive. Julien répliqua aussitôt. Il la protégeait. Si les preuves n'étaient que dans le médaillon, il les aurait volées et l'aurait tuée. Ainsi elle est précieuse vivante, ou condamnée à être une cible pour toujours. La docteure Morin sortit son matériel d'examen. Avec votre autorisation, j'aimerais effectuer quelques tests non invasifs, des évaluations cognitives pour déterminer l'étendue des données intégrées. Emma, intriguée, se montra docile. La scientifique lui fit observer des formes, écouter des sons, répondre à des questions apparemment anodines. L'enfant restait souriante.
vive, innocente, jusqu'à ce que la docteure joue une courte séquence musicale. 3 notes ascendantes, 2 descendantes. Les yeux d'Emma se voilèrent. Sa voix changea plate, monotone, presque mécanique. Authentification acceptée. Accès à la base de données du projet Rossignol. 13 472 fichiers, registres financiers, journaux de communication, protocole opérationnel, identité du personnel. Julien sentit le sang se glacer dans ses veines. Emma, appela-t-il. Mais l'enfant continua toujours dans ce ton inhumain. Cible principale, le sénateur Richard Halloway, reçoit des paiements mensuels de 50 000 €. Le général Mark Chen redirige des contrats militaires vers les filiales de Rossignol. La directrice Patricia Vance du service de renseignement autorise un accès illégal à la surveillance nationale. « Stop !» dit la docteure Morin, fermement en jouant une autre mélodie. Emma cligna des yeux, l'expression revenue. « Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous me regardez comme ça? » Julien força un sourire. « Rien du tout, ma chérie. C'était juste une partie du test. Tu t'en es très bien sortie. » Quand Emma partit déjeuner avec Madame Chen, la docteure Morin se tourna vers Julien horrifié. « Vos pires craintes sont confirmées. Thomas Lefebvre a intégré l'intégralité de la base de données dans la mémoire de sa fille. Le déclencheur musical sert de clé d'accès. Probablement un air qu'il lui jouait souvent pour ne pas éveiller ses soupçons. « Peut-on le retirer ?» demanda Julien. Non pas sans risquer des lésions cérébrales irréversibles. Ses souvenirs sont désormais fusionnés avec ses réseaux neuronaux. Ils font partie d'elle. Elle fit une pause. Mais ce qui m'effraie, c'est autre chose. Si nous avons trouvé le déclencheur, eux aussi peuvent le trouver. Et s'ils accèdent à Emma, ils pourront extraire tout ce que Thomas a voulu protéger. Ou pire, tout effacer, la laissant détruite mentalement. Julien serra les poings. Alors que devons-nous faire? 3 options. La première, aller à la police ou à la DGSI, placer Emma sous protection et espérer qu'ils puissent la défendre contre des gens ayant des appuis politiques. La deuxième, fuir, disparaître, complètement vivre caché en permanence. La troisième, éliminer la menace à la racine. Comment? En rendant tout public. Publier les données avant qu'ils ne puissent vous arrêter. Une fois l'information divulguée, Emma perd sa valeur stratégique. Elle ne sera plus une cible, seulement un témoin. Julien hésita. Mais Thomas l'avait caché pour une raison. Rendre cela public pourrait mettre des innocents en danger, ou bien démanteler un complot d'une ampleur inimaginable. La docteure soutint son regard. La question est qu'est-ce qui compte le plus? Suivre la prudence de Thomas qui l'a mené à la mort, ou sauver sa fille, quel qu'en soit le prix. Julien tourna la tête vers la salle à manger. Emma riait avec Madame Chen insouciante, ignorant qu'elle portait dans son esprit de quoi faire tomber des ministres et des fortunes. Son téléphone vibra. « Patron, on a un problème », dit la voix tendue de Marc. La femme du parc, on l'a identifiée. Victoria Kane, ex-agent de la CIA, aujourd'hui employée par une société militaire privée. Sentinel Solutions. Et elle n'est pas seule. On a repéré au moins 4 agents en surveillance autour de l'immeuble. Ils vont passer à l'action. La question c'est quand, dit Marc d'une voix tendue. Peut-être dans quelques heures, peut-être dans quelques jours, mais ils savent qu'on a ouvert le médaillon. Ils savent qu'on détient les preuves. Et après ce qui s'est passé hier soir, sa voix baissa d'un ton. Ils pourraient décider qu'Emma est trop dangereuse pour rester en vie. Le poids de ces mots écrasa Julien. Il avait cru pouvoir la protéger, se contenter de défendre, de tenir bon jusqu'à ce que la tempête passe. Mais il n'y aurait pas de répit. Tant que ces données vivraient dans la tête d'Emma, elle ne serait jamais en sécurité, à moins qu'il ne change les règles du jeu. « Marc, dit-il calmement, je veux que tu contactes tous les grands médias, Le Monde, France 24, Reuters, BBC. Dis-leur qu'on a des preuves de corruption d'État à grande échelle et qu'on est prêt à tout divulguer. Organise des conférences de presse pour demain matin.
Tu es sûr de toi. Ils veulent l'information. Ils vont l'avoir. Toute. Sur chaque chaîne, chaque site, chaque journal. D'ici 24 heures, Emma ne sera plus une cible. Elle ne sera qu'un témoin. Tu vas te mettre à dos des gens très puissants. Tant mieux. Qu'ils s'en prennent à moi, plutôt qu'à une fillette de 7 ans. Cette nuit-là, Julien resta assis dans la chambre d'Emma pendant qu'elle s'endormait, sa petite main serrée autour de la sienne. Elle lui avait demandé de rester devinant que quelque chose n'allait pas, même sans comprendre quoi. « Julien, » murmura-t-elle, « quoi qu'il arrive, ce n'est pas ta faute si les gens sont mauvais. Toi, tu n'es pas mauvais, tu es celui qui est resté. » Sa gorge se noua. « Je vais arranger les choses, Emma. Je te le promets. » « Je sais, c'est ce que font les papas. » Le mot le frappa comme la foudre. « Papa. » Elle venait de l'appeler papa. Les yeux d'Emma s'écarquillèrent aussitôt. « Désolé, je voulais pas dire. »« C'est très bien, » dit-il en lui serrant doucement la main. Elle sourit à travers ses larmes et serra ses doigts plus fort. Quand elle s'endormit enfin, Julien fit un vœu silencieux. Il brûlerait jusqu'à la racine. Chaque fonctionnaire corrompu, chaque réseau secret, chaque menace. Il exposerait tout. Et quand la poussière retomberait, Emma serait en sécurité même si cela devait lui coûter sa vie. L'aube se leva. Julien n'avait pas dormi, coordonnant les journalistes et les préparatifs de Marc. À 8 heures, tout était prêt pour la plus grande fuite d'informations de l'histoire du pays. « Conférence à 10 heures », confirma Marc. Mais une fois que tu auras appuyé sur le bouton, il n'y aura plus de retour en arrière. Emma apparut les yeux encore gonflés. Tu vas raconter à tout le monde le travail de papa. Oui, c'est la seule façon de te protéger. Elle grimpa sur ses genoux. Papa disait toujours que je devais trouver quelqu'un de courageux. Je crois qu'il parlait de toi. Ne me laisse pas seul. J'ai déjà perdu un papa. Quoi qu'il arrive, on reste ensemble. À 9h30, le téléphone sonna. Sénateur Holloway. Annulez la conférence. 50 millions d'euros. Emma reste en sécurité si vous gardez le silence. Si vous publiez ces données, vous serez détruit. Les médias la déchireront. Julien raccrocha. Allez au diable. À 10 heures précises, il monta sur l'estrade, Emma à la main vêtue de sa robe violette. Il y a 6 semaines, Emma Lefebvre a perdu ses 2 parents dans ce qu'on a appelé un accident. Mais Thomas Lefebvre a été assassiné parce qu'il avait découvert une corruption d'État massive. Il leva une clé USB. 13 000 fichiers preuves de complot, de potes de vin, de trahison. Je rends tout public dès maintenant. Le téléchargement commença. Les écrans s'illuminèrent de documents. Les journalistes s'exclamèrent. Emma prit la parole, sa voix claire et fragile, dans le tumulte. « Mon papa était quelqu'un de bien. Julien est bien aussi. Il me protège même si c'est dangereux. C'est ça un héros. » La vidéo devint virale en quelques minutes. Marc surgit haletant. « On doit partir. Des véhicules suspects approchent. » Ils coururent vers le SUV. Julien installa Emma à l'arrière. « On les a arrêtés, hein ?» demanda-t-elle. Le téléphone vibra. La voix glaciale de Victoria Kane résonna. « Vous venez de signer vos arrêts de mort. Emma n'a plus de valeur vivante. Elle n'est qu'un risque à éliminer. » Julien sentit la peur l'envahir. Il venait peut-être de commettre une erreur irréversible. Le refuge se trouvait dans les montagnes au nord. Au mur, système de sécurité caméra thermique. Après 3 heures de route détournée, ils arrivèrent enfin. « Ici, on sera en sécurité, » dit Marc. « Seulement 3 personnes connaissent cet endroit. » Emma s'installa dans sa nouvelle chambre. Julien s'assit à côté d'elle. « Je suis désolé. J'ai cru qu'en révélant de la vérité, je te protégerais. » « Tu as dit la vérité, » répondit-elle simplement. « Et dire la vérité, c'est jamais mal. » 3 nuits plus tard, Marc fit irruption, arme à la main. Quelqu'un a trahi.
Des drones tournent au-dessus. Communication brouillée. Attaque en préparation. Une explosion secoua la maison. Le vacarme des tirs éclata. « Au sous-sol !» cria Mark. « Il y a un tunnel vers la forêt. » Il ouvrit une porte cachée. « Allez-y, je les retiens. Tu viens avec nous. Quelqu'un doit les ralentir. » Mark les poussa en avant. Julien prit Emma dans ses bras et s'élança dans le tunnel Madame Chen sur ses talons. Des pas précipités, l'obscurité la peur, puis une lumière rouge l'explosion derrière eux. Le refuge flambait avalé par le feu. Mark était encore dedans. « On continue », dit Madame Chen d'une voix ferme. Ils atteignirent un véhicule de secours dissimulé et prirent la route fuyant par des chemins isolés. Emma, épuisée, s'endormit sur le siège arrière. « Et maintenant ?» demanda Madame Chen, les yeux sur la route sombre. Julien regarda l'enfant endormi, la seule clé vivante d'un secret qui avait mis le monde à feu. « Maintenant, on disparaît. » La maison Lefebvre, le dernier endroit où ils auraient pensé chercher, se trouvait là vide. 2 heures plus tard, ils arrivèrent en Normandie. Julien crocheta la serrure et ils se glissèrent à l'intérieur. Emma se réveilla. « C'est ma maison, ma vraie maison. » Elle traversa les pièces comme un fantôme. Tout semblait figé dans le temps. Le téléphone de Julien vibra. Un SMS. « Tu ne peux pas fuir pour toujours. La fille meurt en premier. Tu regarderas. » Vic, Victoria Kane, toujours aux trousses. Julien serra les poings. Il était temps de passer à l'offensive. La lumière du matin filtrait à travers les fenêtres pendant que Julien, sur son ordinateur, traquait Victoria Kane. Avec les ressources de Mitchell Industries, son équipe remonta Sentinel Solutions, ses sociétés écrans, et comptes offshore et surtout une adresse en Normandie liée à leurs opérations. « On ne peut pas attaquer une installation militaire », protesta Madame Chen. « Je négocie », répondit Emma depuis l'arrière. « Tu pars juste pour une journée, Non. Où tu vas, j'y vais. On est une famille. » 4 heures plus tard, ils se garèrent en face du siège de Sentinel Solutions. Julien avait prévenu Victoria Kane. « Julien Morel, je serai là dans 30 minutes. »« Tu penses qu'elle viendra ?» demanda Madame Chen. « Elle est trop curieuse pour manquer ça. » Emma du siège arrière demanda « Si quelque chose t'arrive, que m'arrive-t-il ?» Julien se tourna. « Madame Chen sera ta tutrice. Tu hériteras de tout. »« Je ne veux pas d'argent. Je veux toi. Promets-moi de devenir courageuse, de réaliser ce que mes parents rêvaient pour moi. » Emma pleura, puis hocha la tête. « Promets d'adopter officiellement pour que je sois toujours Emma Morel. Je te le promets dès que tout sera fini. » 30 minutes plus tard, Victoria Kane apparut. Julien la rejoignit dans la rue. « T'es courageux ou stupide, dit-elle. J'en ai assez de jouer en défense. Vous avez ruiné mes employeurs. Vous allez être arrêté, la DGSI relie Sentinelle à 14 crimes. Vos comptes sont gelés. Vous allez être inculpé. » Son expression vacilla un instant. « Donne-moi les noms de ceux qui ont donné les ordres et je m'assure que la DGSI sache que tu as coopéré. Si tu refuses, tu seras la figure de ce scandale, le méchant ou le lanceur d'alerte. À toi de choisir. » Victoria resta silencieuse, puis ricana amèrement. Le sénateur Holloway a donné l'ordre coordonné avec le général Chen et la directrice Vance, mais l'argent venait de Crestfield Défense. Le PDG Martin Blackwell est impliqué. J'ai les dossiers d'assurance de chaque opération. Elle lui tendit des papiers avec des adresses. « Et dépêche-toi d'y aller avant qu'il ne le fasse. » « Pourquoi m'aider? Parce que cette gamine mérite mieux. Ton père a essayé de bien faire. Toi aussi. Peut-être que c'est à mon tour d'aider. » Julien retourna à la voiture. Emma déverrouilla la portière. « Ça a marché. Ça a marché.
On a tout ce qu'il faut pour les faire tomber. Julien démarra. On va livrer tout ça à quelqu'un qu'ils ne pourront pas corrompre. Qui? Mon camarade d'université, procureur spécial. Pour la première fois depuis longtemps, Julien sentit l'espoir. Ils étaient en train de gagner. Les coffres-forts étaient répartis en 3 villes 2 jours de voyage, sous fausses identités. Chacun contenait des clés USB, des documents, des enregistrements. Kane avait enregistré ses employeurs pendant des années. Le procureur David Chen les reçut dans une salle sécurisée. « C'est de la haute trahison », souffla-t-il en parcourant les pièces. Il ouvrit un dossier, le visage blêmi. La juge Patricia Brennan siège au conseil d'administration de Crestfield. C'est la juge qui a auparavant traité ce dossier. On ne peut pas passer par son tribunal. Il faut qu'on saisisse un procureur spécial. Son téléphone sonna. Il décrocha, changea d'expression, puis resta secoué. « Quoi? » dit-il en raccrochant Victoria Kine, retrouvée morte suicide, déclarée. Non, elle était notre témoin. Sans son témoignage prouvé, la conspiration va être plus difficile. Emma demanda inquiète. « Ils vont pas s'arrêter si. » David regarda Julien. Les données encodées. Si Emma peut y accéder, enregistrez-la en train de réciter l'information. C'est une preuve irréfutable. Absolument pas, protesta Julien. Je ne suis pas un bébé, dit Emma. Je peux le faire si ça aide à arrêter ceux qui ont tué papa. Julien soupira. D'accord, mais je serai à côté d'elle à chaque seconde. Le téléphone de Julien vibra. Un fichier vidéo arriva. Son sang se glaça. La vidéo montrait l'appartement de Madame Chen, la vraie Madame Chen, ligotée et bâillonnée suppliant. Un message, vous travaillez avec une impostrice. La nounou d'Emma est une agente ennemie depuis le début. Rendez Emma dans les 24 heures ou Madame Chen meurt. Julien scruta la femme qu'ils avaient prise pour Madame Chen. Son visage changea froide professionnelle. « Désolé, Julien, » dit-elle en sortant une arme. « Mes ordres sont de ramener Emma. » David bondit, mais elle était plus rapide. Un coup de semonce retentit près d'Emma. « Ne bougez pas. Venez avec moi. »« Non, » dit Emma, se dressant entre Julien et l'arme. « Vous n'êtes pas Madame Chen. Venez avec moi ou la vraie Madame Chen meurt. »« Prenez-moi à la place, » proposa Julien. « Très drôle. L'enfant est l'actif, votre collatéral. Dernière chance, partez ou regardez-le mourir. » Emma se posta devant Julien. « Si tu veux, moi, tire-moi d'abord. Comme ça, il ne te restera personne pour extraire les données. » L'impostrice hésita. David se jeta en avant, formation combative. Mouvement rapide, il désarma, projeta Emma de côté puis enchaîna par une charge qui fit tomber l'assaillante. Combat bref, brutal. David porta un coup décisif. Elle s'effondra inconsciente. Des agents fédéraux firent une irruption. En quelques secondes, elle fut neutralisée et mise en état d'arrestation. Julien serra Emma contre lui. « Tu as été incroyablement brave. Je ne pouvais pas la laisser te blesser. »« Tu es mon papa, » dit-elle. Ils étaient devenus une vraie famille, mais la trahison les avait profondément marqués. Si Madame Chen avait été compromise depuis le début, qui d'autre n'était pas ce qu'il prétendait être? Le centre sécurisé dirigé par les Marshals fédéraux se trouvait sous terre protégé par plusieurs niveaux de sécurité biométrique. Le lendemain, Marcus arriva vivant mais grièvement blessé, affaibli à moitié inconscient. « Patron, désolé du retard. » Emma se jeta dans ses bras. « On croyait que tu étais mort. Il en faut plus qu'une explosion pour me tuer. » Allongé sur un brancard, Marcus expliqua d'une voix cassée. « Sentinelle A. Encore 6 agents infiltrés dans différents services. Ils nous manipulent depuis le début. » « Comment on se défend contre ça? » demanda James. « On ne se défend pas, on les élimine tous d'un seul coup. Demain soir, sommet national pour l'innovation en défense. Tous les noms figurant dans l'épreuve de Wade Parker y seront présents. Parfait pourquoi? Pour les arrêter simultanément. Les mandats sont déjà rédigés sous scellé.
et Emma témoignera après leur arrestation. À ce moment-là, la tuer ne servirait plus à rien, ça ne ferait qu'aggraver leur cas. Marcus marqua une pause, mais eux aussi préparent un coup pour demain. Il lança un enregistrement. La voix glaciale de Blackwell résonna dans la salle. Demain soir, on fera passer ça pour un meurtre-suicide. Mitchell tue la gamine et se donne la mort. Sans eux, l'enquête s'effondrera. Ils vont nous exécuter en public, dit James. Pas si on frappe avant. Toi et Emma, vous devrez être là visible. Vous serez là pas. Emma apparut dans l'embrasure de la porte. On doit le faire. Marcus hocha la tête. 50 agents fédéraux seront sur place. Dès qu'ils bougent, on agit. C'est la fin de la partie. David entra. Le procureur général a approuvé. Les arrestations se feront à 21h. James, tu seras sur scène, Emma, au premier rang. Quand tu donneras le signal, on bougera. Quel signal? Tu diras la vérité. Toute la vérité. Tu citeras les noms. Pendant qu'ils seront fixés sur toi, on les arrêtera. Emma hocha la tête. On le fera. Le lendemain fut consacré à la préparation. Emma fut équipée d'un gilet pare-balles sous sa robe. James reçut un entraînement tactique de dernière minute. Le soir venu, Emma entra dans la pièce les yeux brillants. Après-demain, on pourra vivre dans la maison où j'ai grandi. Je veux me souvenir de maman et papa tous les jours. James s'agenouilla. On y vivra. On plantera des fleurs, on réparera ta balançoire et on en fera notre maison. Et tu m'adopteras dès que ce sera fini. Emma Mitchell, ma fille pour toujours. Je t'aime, papa. Moi aussi, ma chérie. 1 heure plus tard, ils arrivèrent au gala. Les flashs crépitaient. À l'intérieur, 500 invités circulaient parmi les tables Alloway, Chen, Brennan, Blackwell. James sentait leur regard peser sur lui. À 21h45, il fut appelé sur scène. Emma s'assit au premier rang. Il s'approcha du pupitre, prit une profonde inspiration. « Bonsoir. On m'a demandé de parler d'éthique, mais pas de la façon dont vous l'attendez. » Il appuya sur un bouton. Les écrans géants s'illuminèrent de documents et de vidéos. Thomas Parker a découvert que l'industrie de la défense violait systématiquement la loi fédérale. James raconta chaque preuve, chaque nom. Le visage de Holloway vira au rouge. Blackwell se leva brusquement, Brennan saisit son téléphone. Les agents fédéraux bougèrent verrouillant toutes les sorties. À 21h, la procureure générale monta sur scène. Plusieurs individus présents ici sont en état d'arrestation pour conspiration, trahison et meurtre. Le chaos éclata. Des gardes du corps dégainèrent leurs armes. Blackwell sortit un pistolet visa Emma. « Arme !» cria James, se jetant vers elle. Tout sembla au ralenti. Le coup partit. Les agents ripostèrent. Emma hurla. James se jeta devant elle, prit la balle dans l'épaule. La douleur lui traversa le corps comme du feu, mais il resta debout assez longtemps pour la couvrir. Marcus neutralisa Blackwell d'une rafale. Les tirs cessèrent. James s'effondra. Emma se pencha sur lui pleurant. « Papa reste avec moi. Ne me laisse pas. Je ne vais nulle part. Promis, j'ai encore des papiers à signer. » Les secours arrivèrent. James entendait des voix Emma qu'on éloignait. Sa dernière pensée, elle m'a appelé papa. Et j'ai répondu. Puis le noir total. Lorsqu'il rouvrit les yeux, il vit un plafond blanc et entendit le bip régulier des machines. Son épaule lui brûlait atrocement, mais il était vivant. « Papa !» La voix d'Emma. Elle se précipita, les larmes aux yeux. « Tu es réveillé. Tu as dormi 2 jours. 2 jours. » James tenta de se redresser grimaçant. « Tu vas bien. Est-ce que ce qu'il... » « Je vais bien. Tu m'as encore sauvé. » Emma lui prit la main avec précaution, évitant de la perfusion. « Marcus dit que tu es un héros. David dit que tu es fou. Moi, je pense que vous avez tous les 2 raison. » James esquissa un sourire faible. « Que s'est-il passé après? Ils ont arrêté tout le monde.
Le sénateur Holloway, le général Chen, la juge Brennan Martin Blackwell. Tous, c'est partout aux infos. Ils appellent ça le plus grand scandale gouvernemental depuis 50 ans. Les yeux d'Emma brillaient. Les preuves de papa ont marché. Tu les as fait marcher. Marcus apparut dans l'encadrement de la porte, le bras en écharpe, un large sourire au visage. Patron beau boulot pour ne pas mourir. J'essaie de garder la forme. James s'ajusta sur le lit, cherchant une position supportable. C'est vraiment fini. Marcus hocha la tête. 47 arrestations jusqu'à présent. D'autres à venir. Crestfield Defense est sous enquête. Sentinel Solutions est dissoute. La procureure générale en personne mène les poursuites. Son temps se fit grave. Et on a retrouvé la vraie Madame Chen. Vivante. Traumatisée mais saine, ça c'est sauvé. Un immense soulagement envahit James. Dieu merci. David entra à son tour, tenant une grande enveloppe brune. Nous avons récupéré les effets personnels de Thomas Parker dans les scellés. Dans son bureau, nous avons trouvé une lettre cachetée à ton nom, James, datée de 3 semaines avant sa mort. James le fixa perdu. Il ne connaissait pas Thomas Parker. « Lis-la », dit doucement David en lui tendant l'enveloppe. Les mains tremblantes, James l'ouvrit. L'écriture était soignée, mais empreinte d'une urgence désespérée. « Cher Monsieur James Mitchell, si vous lisez cette lettre, c'est que je suis mort et que ma fille Emma vous a trouvé d'une façon ou d'une autre. Ce n'était pas un hasard. C'était mon plan. Mon dernier plan désespéré pour sauver sa vie. Il y a 3 mois, j'ai découvert le projet Nightingale. J'ai su qu'il me tuerait pour ça. J'ai su qu'il viendrait aussi pour Emma. Il me fallait quelqu'un pour la protéger, quelqu'un de courageux, de stable, de sincère. Quelqu'un qui comprenait la perte et ne renoncerait jamais à un enfant en détresse. Je me suis renseigné sur vous en détail. Votre mère est morte quand vous aviez 17 ans. Vous avez bâti un empire à partir de rien. Vous avez la réputation d'un homme intègre, de quelqu'un qui fait ce qui est juste, même lorsque cela coûte tout. Vous étiez le choix parfait. Alors j'ai programmé le téléphone de la chambre d'hôpital de ma fille pour qu'en cas d'urgence, si elle composait le 911, il appelle votre numéro. Je savais que si quelque chose m'arrivait, elle serait seule et terrifiée. Je savais qu'elle chercherait un téléphone. Et je savais que vous répondriez. Je suis désolé de vous avoir imposé ce poids. Désolé d'avoir transformé Emma en une cible. Mais je savais aussi que vous la protégeriez mieux que quiconque, parce que vous savez ce que c'est que de tout perdre et de continuer à vivre. Prenez soin de ma fille, aimez-la, gardez-la en sécurité et terminez ce que je n'ai pas pu finir. Vous n'étiez pas un mauvais numéro, Monsieur Mitchell. Vous étiez exactement le bon. Thomas Parker. Les doigts de James tremblaient. Les larmes brouillaient sa vue. Ce n'était pas un hasard. Rien ne l'était. Thomas Parker l'avait choisi. Il lui avait confié la vie de sa fille avant même de le connaître. Il avait tout prévu, murmura James. L'appel, l'hôpital, tout. Emma pleurait aussi. Papa savait que tu viendrais. Il savait que tu me sauverais. Il savait que j'essaierais, répondit James en la serrant doucement dans son bras valide. Parce que tu es comme lui, dit-elle en reniflant. Vous faites tous les deux ce qui est juste même quand ça fait peur. David reprit la parole, la voix rauque. Il y a encore quelque chose. Les papiers d'adoption. Je les ai accélérés. Le juge les a signés ce matin. Un autre juge, évidemment, un qui nous pouvons avoir confiance. Emma Rose Parker est désormais légalement Emma Rose Mitchell. Ta fille, pour toujours. James regarda la petite fille devant lui, cet enfant qui avait tout perdu et qui malgré tout l'avait trouvée. Emma Mitchell, ça te va bien. Emma Rose Mitchell, corrigea-t-elle avec un sourire tremblant. Je veux garder Rose. C'était le 2e prénom de maman. Emma Rose Mitchell, répéta James. Parfait.
Marcus, adossé au mur, lança en riant « Félicitations, patron! Te voilà officiellement le père de la fillette la plus célèbre du pays. » Les jours suivants, James entama sa convalescence. La balle avait épargné les organes vitaux, mais la rééducation serait longue. Emma resta à ses côtés sans jamais s'en éloigner. Elle faisait ses devoirs dans la chambre d'hôpital, lui lisait ses livres préférés, lui racontait les journalistes qui campèrent dehors, réclamant des interviews. « On peut leur dire non », demanda-t-elle un soir. « On peut dire non à tout ce qu'on veut. C'est notre vie, notre histoire, à personne d'autre. » Quand James fut enfin autorisé à sortir, il ne retourna pas dans le penthouse de Manhattan. Il prit la route avec Emma vers la Pennsylvanie, vers la maison familiale des Parker. Pendant son hospitalisation, il avait tout préparé. La maison avait été nettoyée, réparée, rendue vivante à nouveau. La chambre d'Emma était exactement comme elle l'avait laissée. Le piano était accordé, la balançoire du jardin réparée. Et sur les murs de nouvelles photos, celles d'Emma et de James ensemble prises ces 2 derniers mois. Une nouvelle famille née de la douleur, mais cimentée par l'amour. « C'est parfait », murmura Emma en entrant dans le salon. « C'est la maison », répondit James simplement. Ce soir-là, elle lui demanda comme toujours de rester à côté d'elle jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Mais quelque chose était différent, apaisé, définitif, la fin d'un chapitre, le début d'un autre. « Papa », dit-elle d'une voix ensommeillée, « est-ce qu'on est vraiment en sécurité maintenant? » « Oui, vraiment. Les gens qui nous ont fait du mal sont en prison. Personne ne viendra plus. » « Bien. Parce que j'aime être Emma Mitchell. J'aime être ta fille. Et moi, j'aime être ton père, même si rien de tout ça n'était prévu. » James sourit dans l'obscurité. Surtout parce que ce n'était pas prévu. Les plus belles choses de la vie ne le sont jamais. Ce sont des cadeaux. Et toi, Emma Rose Mitchell, tu es le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu. Mon premier papa disait toujours « L'univers t'envoie les gens dont tu as besoin, pas ceux que tu attends. » Je crois qu'il parlait de toi. Et moi, je crois qu'il parlait de toi aussi. Les paupières d'Emma se fermèrent lentement. « Je t'aime, papa. »« Moi aussi, ma chérie, pour toujours. » Quand elle s'endormit, James resta assis écoutant le silence apaisé de la maison. Il pensa à tout ce qu'ils avaient traversé, un appel qui n'était pas une erreur. Une petite fille seule dans la nuit, un père qui avait prévu le salut de son enfant jusque dans sa mort. Thomas Parker avait eu raison. James était bien la bonne personne. Pas parce qu'il était riche ou puissant, mais parce qu'il connaissait la perte. Parce qu'il savait ce que cela signifiait d'avoir besoin de quelqu'un et de le voir répondre présent. Parce qu'il savait que parfois, faire ce qui est juste, c'est simplement décrocher un téléphone à 2 heures du matin et ne plus jamais regarder en arrière. Dehors, la nuit de Pennsylvanie était calme et pure. Plus de menaces, plus de peur. Seulement un homme et sa fille commençant leur nouvelle vie. Emma Rose Mitchell et James Mitchell. Une famille forgée dans la tragédie, mais construite sur l'amour, le courage et le simple acte de répondre quand quelqu'un appelle à l'aide. Et quelque part, James espéra que Thomas Parker regardait rassuré, sachant que sa fille était en sécurité, que son sacrifice n'avait pas été vain et que parfois, la bonne personne n'est qu'à un appel de distance.